All rise. We will leave. Please be seated. Mr. Traldi. Le président, Monsieur Traldi, vous pouvez procéder. Monsieur Traldi, merci, Monsieur le Président. Avant d'aborder mon sujet suivant, j'aimerais apporter deux petites corrections au compte-rendu d'audience. D'abord, au compte-rendu d'aujourd'hui, page 7, ligne 8, comme vous l'avez souligné, j'ai parlé du paragraphe 2902 du mémoire en clôture de la défense, alors qu'il s'agissait du paragraphe 1277 et de la note en bas de page 2902. Hier, page 440378 du compte-rendu d'audience, nous avons parlé de P976 alors qu'il devait s'agir pour la directive numéro 4 de P2217 ou P196 pour les deux exemplaires déposés en tant qu'élément de preuve. Au sein de la VRF, Mladic a conduit la mise en œuvre de la campagne de nettoyage en intégrant les unités de la défense territoriale serbe et les groupes paramilitaires serbes dans la chaîne de commandement, en resubordonnant les unités du MUP de la Republika Srpska pendant les opérations de nettoyage qui travaillaient avec les unités du MUP serbe et les cellules de crise dans le but de mettre en œuvre l'objectif commun. Par exemple, la brigade de Gozara, dont j'ai parlé à la dernière séance, a vu les non-serbes expulsés par le biais d'un certain nombre de crimes, y compris d'opérations de nettoyage menées par la VRS avec l'appui du MUP de la Republika Srpska. Des crimes de masse ont eu lieu à Grabovica, Hanifici et ailleurs. Des regroupements de non-serbes par les soldats ont également eu lieu avec exactions commises contre ces détenus. Les non-serbes étaient écartés de leur emploi, en général par les autorités civiles, et des convois recevaient l'ordre de sortir des municipalités au niveau de la République. La défense affirme au paragraphe 1164 qu'il n'y a aucun élément de preuve attestant de l'existence d'un plan commun en vue de déplacer les non-serbes hors de Kotor-Varoš. En fait, tous ces événements ont eu lieu et ne peuvent être expliqués que par l'existence de l'objectif par l'existence d'un objectif commun et d'un plan commun, à savoir deux éléments retenus dans les charges contre l'accusé. J'aimerais maintenant parler de Mladic et des interactions de la VRS avec d'autres organes. Comme nous l'avons établi dans notre mémoire, les défenses territoriales étaient rapidement incorporées en général au sein de la VRS, ce qui correspond à la décision de créer la VRS P2799, et l'Assemblée a aboli la défense territoriale de cette façon en identifiant des unités de la défense territoriale formées par la SDS et faisant partie de la structure de commandement de la VRS comme l'une des premières priorités. Le 11 mai 1992, Mladic a ordonné à ses subordonnés d'assurer le commandement et la direction de la défense territoriale et des unités de volontaires le même jour. Ceci figure en pièce P3032. Plusieurs témoins, y compris Milorad Sajic, Zoran Djeric, Milenko Jankovic et Rade Javoric, ont admis que leur défense territoriale était placée sous commandement de la VRS immédiatement ou presque immédiatement après la création de la VRS. Et comme Hanson l'a expliqué en page 41-62 du compte-rendu d'audience, l'examen qu'il a fait des documents de la cellule de crise a permis de montrer que dès sa nomination, Mladic a assumé le commandement et imposé sa volonté. Nous avons vu un certain nombre d'exemples de cela hier. Le 12 mai, lorsque la décision de l'Assemblée a été émise, il y a eu deux types d'unités de la défense territoriale mises en place. C'est ainsi que des unités ont été établies au niveau de la République de Bosnie-Herzégovine et l'unité de Milorad Sajic ainsi que les unités de la défense territoriale créées par le SDS, telles que l'unité de Rajko
Kušić ou de Slobodan Kuruzovic ont vu le jour, y compris à Prijedor. Nous avons établi dans notre mémoire quel a été le nombre des unités de la défense territoriale qui sont devenues partie intégrante de la défense territoriale officielle de la Republika Srpska lorsque celle-ci a été décrétée le 16 mai 1992. Et comme nous l'avons établi dans les récits que nous faisons des situations dans les municipalités, ces 3 unités que je viens d'évoquer étaient des unités de la VRS, correction de l'interprète, aux environs du 20 mai. La défense fournit des exemples précis d'unités de la défense territoriale. En audience publique. Like an open session, Your Honor. Le greffier d'audience, nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Le Président, je vous remercie, Monsieur le greffier. Monsieur Traldi, en fait, ensuite, la défense territoriale de Sremski Most a été resubordonnée à la VRS pendant les opérations de nettoyage de Sremski Most à la fin du mois de mai 1992. La 6e brigade Basara était dès lors placée avec toutes ses forces à Sremski Most sous le commandement unifié en 1992 et nous apportons des preuves de cela dans ce que nous disons de cette municipalité. C'est ainsi que tout ceci est venu du commandant de corps Talić, qui était alors commandant du 5e corps de la JNA et qui prenait déjà des mesures en vue de garantir que toutes les défenses territoriales et leurs états-majors de la RAC soient loyales vis-à-vis de la JNA à la mi-avril. Et ainsi, quelques jours après, il émettait cet ordre. Vous avez vu que l'état-major de la défense territoriale de Sremski Most a été remplacé et qu'un nouvel état-major a été créé dès que la municipalité a été prise. Et le commandant du nouvel état-major était Anicic, le colonel Anicic, qui avait par le passé commandé la défense territoriale serbe de Sremski Most, constitué quelques mois auparavant. Vous avez entendu le témoin Kelečević du 5e corps, à ce moment-là, 1er corps de Krajina, chef d'état-major, qui a témoigné en disant que le 5 mai, les unités de la défense territoriale de la RAC étaient placées sous le commandement du 5e corps d'armée. Ensuite, nous avons le document P3294, dans lequel Rachula, le président de la cellule de crise de Sremski Most, dans son journal personnel, indique que le 21 mai, Basara a dit, lors d'une réunion de l'état-major de crise, que l'ordre de Talić, selon lequel la défense territoriale, je cite, avait reçu le statut d'armée placée sous le commandement unifié et quelques membres de la défense territoriale étaient devenus des officiers de la VRS. Fin de citation. La VRS a ensuite mené des opérations de nettoyage à Sremski Most. Vous avez vu que les unités de la défense territoriale ont participé en vertu d'ordre venus des officiers de la 6e brigade. Et dans la pièce P2411, vous voyez que le commandant de la défense territoriale, Anicic, émet un ordre destiné à ces unités resubordonnées vis-à-vis de la 6e brigade pour que l'attaque du 26 mai de Sremski Most, y compris l'attaque de Mahala, ait lieu. Le témoin de la défense Vinko Nikolic, l'un des dirigeants de SOS de Sremski Most, comme vous l'avez vu, faisait partie de la défense territoriale de Sremski Most à la fin avril, a expliqué que lorsque son unité a participé à ces opérations à la fin du mois de mai à Mahala, Vrhopolije et Khustovo,
dont j'ai parlé déjà. Cela s'est passé sous le commandement de la 6e brigade et que les deux parties font ensuite référence à cela dans les mémoires en clôture. Il parle du 8 juin 1992, date à laquelle la défense territoriale de Sanskimost a été abolie. La 6e brigade établit un poste de commandement avancé à Sanskimost et a nommé Anichich à son commandement. Et de même, vous voyez qu'à Prijedor, le 17 mai, Mladic pouvait donner des ordres qui descendaient le long de la hiérarchie militaire et atteignaient la chaîne de commandement de la JNA, c'est-à-dire Slobodan Krusovic et son unité de la défense territoriale organisée par le SDS. Je dis organisée par la SDS parce que ce n'était pas une unité officielle de la TO de la Bosnie-Herzégovine, mais comme nous l'avons écrit dans notre mémoire, la JNA a joué en son sein un rôle significatif et Kuruzovic en était l'un des dirigeants. Le juge Flugue, vous pouvez procéder, Monsieur Tralgui. J'attendais que la transcription écrite me rattrape, Monsieur le Président. Je vois que c'est le cas. Vous voyez également les ordres dont je viens de parler, ainsi que l'ordre de Mladic qui constitue la pièce P3032, l'ordre mis en œuvre par Talic, le P7460 et puis l'ordre de Arisic adressé à Kuruzovic P7122. La défense a également évoqué les cellules de crise. Dans notre mémoire, nous parlons de la coopération entre la VRS et les autorités civiles s'agissant à la fois de façon générale et de façon plus spécifique de diverses municipalités. J'aimerais me concentrer sur un exemple précis fourni par la défense. La défense s'appuie sur le témoignage de Bassara pour indiquer qu'il n'était pas membre de la cellule de crise, même s'il a assisté à pas mal de réunions, et que dans le journal personnel de Rachula, il apparaît sur 2 listes de participants établies par la cellule de crise qui ont été déposées au dossier, et ce, en dépit du fait que 3 autres soldats de la 6e brigade, Nikolic, Borotadic et Nenad Davidovic, étaient également membres de la cellule de crise. Les cellules de crise fonctionnaient, comme nous l'avons montré dans ce passage de notre mémoire en clôture, en tant qu'organes de coordination qui apportaient leur concours aux organes serbes plus importants pour travailler à leur côté au sein d'une municipalité. Vous avez entendu un responsable du comité de l'ARAC, président du comité et membre de la cellule de crise. Et vous avez également entendu parler des autres dirigeants des principales institutions de l'ARAC, de l'armée, du judiciaire, du bureau du procureur, de la police, qui prenaient la direction des activités dans leur zone de responsabilité dans ce cadre. Je vais maintenant parler en quelques mots de la police. Le MUP de la Republika Srpska a joué un rôle critique avec la VRS dans la mise en œuvre de la campagne de nettoyage. Le personnel du MUP de la Republika Srpska a déplacé des populations au sein d'un certain nombre de camps dans le cadre du système et participé avec les forces de la VRS à des opérations brutales de nettoyage ethnique dans un certain nombre des municipalités mentionnées à l'acte d'accusation, dont le ministre Stanic dit que l'organisation de la VRS et du MUP ne faisait qu'un. Il s'agissait donc d'une force indivisible. Nous le voyons dans la pièce P2724, page 2, et nous trouvons mention de cela à Prijedor, où le chef du service de sécurité, Simo Drljača, a mis en place la coopération entre le MUP et la VRS, pièce P7211. La défense, pour sa part, s'efforce de reporter la responsabilité sur les unités du MUP de la Republika Srpska pour un certain nombre de crimes en contestant leur resubordination. Il s'agit de crimes qui ont été commis dans le cadre d'un tout. Je ne vais pas rentrer dans le détail des auteurs en donnant l'identité de chacun d'entre eux, mais
dès lors qu'il y avait resubordination. Nous allons parler de cela, par exemple, au paragraphe 247 de notre mémoire en clôture. Eh bien, un certain nombre de témoins de la défense, membres du MOUP, comme Mile Matijevic, Mane Djuric et Milenko Karisic, ont établi clairement que la pratique générale consistait pour leurs unités à être resubordonnées vis-à-vis du commandement de la VRS pendant les opérations conjointes. Ils ont confirmé un certain nombre d'incidents spécifiques liés à cette subordination. Ils ont également confirmé qu'après une action, il rendait compte en remontant la chaîne de commandement. Donc, il ne s'agit pas d'incidents isolés ou de la responsabilité d'un crime ici ou là, crime commis pendant les opérations. Mladic était responsable dans tous les cas de tous les crimes que l'un des membres de l'entreprise criminelle commune à laquelle il participait a commis en se servant de la resubordination à cette fin. Mais le dossier montre, grâce à des éléments de preuve, que la resubordination était la pratique générale clairement établie. Parlons maintenant des militaires. Au début, lors des premières réunions de l'état-major principal, Mladic, Milovanovic et d'autres officiers de l'état-major principal sont convenus que tous les paramilitaires qui le souhaitaient pouvaient être réincorporés dans la chaîne de commandement de la VRS. La VRS, comme Milovanovic l'a dit dans sa déposition, je cite, les commandants, les grands chefs de ces forces paramilitaires parlaient avec eux et leur demandait d'être placés sous commandement de la VRS. Comme il l'a dit dans sa déposition, ces initiatives ont été bienvenues dès le mois de septembre. Page 16, 899 du compte-rendu d'audience. Un certain nombre de paramilitaires ont alors été incorporés dans la chaîne de commandement de la VRS. Vous avez entendu qu'à partir du moment où ils étaient incorporés, les plus hauts officiers de la VRS, leurs supérieurs dans la hiérarchie étaient responsables de leur comportement. Ceci est indiqué par exemple à la page 5017 du compte-rendu d'audience. Prenons un exemple. La défense laisse entendre au paragraphe 3366 de son mémoire en clôture que les paramilitaires tels que le voïvode Alexis n'ont pas été incorporés. Il est clair que le voïvode Alexis fait référence à que les mots voïvode Alexis font référence à Slavko Alexic qui a joué un rôle très pertinent, comme l'indique le compte-rendu d'audience, page 18 421. C'était l'un des hommes de Chechel. Could I also ask you to check your reference? Le président, puis-je vous demander de vérifier votre référence pour ce qui est du paragraphe 3366 dans le mémoire en clôture de la défense? Il s'agit seulement de deux lignes, 33 et... ou peut-être que non, peut-être... Permettez-moi de vérifier. Peut-être que c'est moi qui ai commis cette erreur. Le juge Moloto. Monsieur Traldi, à la page 24, ligne 15, vous avez mentionné qu'il était l'un des hommes de Chechel. Puis, vous avez dit une phrase qui n'a pas été consignée au compte-rendu. Pourriez-vous la répéter, s'il vous plaît, monsieur Traldi? Merci, monsieur le juge. Je vais reprendre à cet endroit-là Chechel de pièce P. 43 explique que tous ces hommes étaient placés sous le commandement de la VRS. Le témoin de la défense, Radomir Maksimovic, officier du corps Sarajevo-Romania, a confirmé, page du compte-rendu 26 815 à 26 816, qu'Alexic faisait partie du corps Sarajevo-Romania et agissait conformément aux instructions du commandement du corps. Et le témoin de la défense, Zdravko Chalipour, a dit dans son témoignage, pour ce qui est d'Alexic, je cite, « Je sais avec certitude que l'unité qu'il commandait faisait partie de la VRS en tant qu'une compagnie et c'est certain qu'il
faisait partie de la VRS en tant qu'une formation militaire, à la page du compte rendu 37 452 à 53. Ils ont affirmé de la même façon au paragraphe 1432 que Mladic n'avait pas le contrôle sur les paramilitaires à Orgodica, mais le chef de l'état-major de la brigade d'Orgodica, Ujic, a admis que au sein de son brigade, il y avait des paramilitaires, page du compte rendu 26 980. La défense attribue à Mladic des mesures prises par la VRS contre certains groupes paramilitaires, paragraphe 745 à 753 de notre mémoire en clôture. Dans la pièce P2931, Karadzic a dit clairement que les membres de la entreprise criminelle commune n'avaient jamais eu l'intention d'engager des poursuites au pénal contre les paramilitaires qui étaient subordonnés au commandement de la VRS pour les crimes qu'ils avaient commis contre les non-serbes. Ici, il s'agit d'un officier de la VRS qui glorifie le rôle des paramilitaires pour ce qui est du déplacement des non-serbes. Il s'agit de Miladon Pirstojevic, colonel du corps de la Drina, qui a dit, je cite, « Avec l'arrivée des organisations paramilitaires dans la municipalité de Zvornik, en particulier depuis l'arrivée d'Arkan et de ses hommes, ce territoire était libéré des Turcs. » Sur le territoire de cette municipalité, il y avait 60% des Turcs et aujourd'hui, il n'y en a plus. C'est un territoire nettoyé et il n'y a que des Serbes ethniques qui y vivent. Comme nous avons déjà dit, les mesures contre les paramilitaires n'avaient rien à voir avec le désaccord pour ce qui est de l'objectif commun. Ils ne devaient que donc assurer le fonctionnement de la chaîne de commandement. Et comme Karadzic a dit dans la pièce P2931, cela ne concernait pas les paramilitaires qui avaient été subordonnés à la chaîne de commandement. La contribution d'Arkan ainsi que la contribution d'autres organes basés à Belgrade à la mise en œuvre de l'entreprise criminelle commune telles que la JNA, la VJ et la Sûreté de l'État de Serbie était organisée par Slobodan Milošević, membre de l'entreprise criminelle commune. Lorsque Mladic était nommé commandant de la VRS à la date du 12 mai, Milošević avait déjà pris le contrôle de la JNA, du MUP de la Serbie et de la présidence de la RSFY. Il a contribué de façon significative à l'armement et à la formation des forces serbes qui procédaient au nettoyage ethnique en Croatie. Il a lancé la transformation de l'armée qui, et j'ai déjà dit ça là hier, a mené à la création de la VRS et a participé à la réunion à laquelle Mladic, qui était précédemment officiel de la JNA sous son contrôle, était nommé chef de la VRS et partageait les objectifs des dirigeants des Serbes de Bosnie, notamment l'objectif consistant à créer un État serbe ethniquement homogène, ce qui incluait la grande partie de la Bosnie-Herzégovine et exigeait le déplacement forcé des non-serbes des régions ciblées. Donc, il a contribué à la réalisation de ces objectifs par sa participation à la réunion avec Tudjman en 1991 concernant la division de la BH entre les Serbes et les Croates et par ses déclarations à Milan Babic selon lesquelles il ne devait pas entraver, empêcher Karadzic d'expulser les musulmans de Bosnie vers les vallées des rivières pour relier entre eux les territoires serbes. Et ces mêmes objectifs partagés sont indiqués en décembre 1993 lorsque Milošević a rencontré Mladic, Karadzic, Krajišnik, Mijo Stanišić, Jovica Stanišić et d'autres dirigeants de l'RS et de la Serbie. Et cette réunion s'était tenue à Belgrade. Dans les notes de Mladic, on peut voir que ce groupe a discuté des objectifs stratégiques et d'une opération militaire future et que Milošević, ce qui a été montré qu'il avait le contrôle et qu'il apportait de l'aide à la VJ, a été d'accord en ajoutant, je cite, le Jean Pelčić fera tout pour que le
attitude au combat ne soit pas compromis. Il s'agissait de son autorité concernant le soutien militaire fourni par la VJ. Et les moyens de preuve sont énumérés au paragraphe 516 à 620 de notre mémoire en clôture. Cela montre que beaucoup de temps après que Milošević a commencé à essayer de s'attirer les faveurs de la communauté internationale en disant qu'il condamnait les crimes commis par la VRS, il a continué à fournir le soutien militaire par rapport auquel Arland a expliqué qu'il permettait aux Serbes de Bosnie de continuer leur campagne de nettoyage ethnique. C'est P1, la pièce P1. Et bien que plus tard, pendant la période couverte par l'acte d'accusation, Milošević était parfois en désaccord avec les dirigeants des Serbes de Bosnie par rapport à la taille du territoire qui devait saisir et continuer à les assister. Ces désaccords ou divergences ne nient pas son engagement à réaliser l'objectif commun. Au paragraphe 818-822, la défense affirme que nous n'avons pas fourni suffisamment de moyens de preuve pour ce qui est des membres de l'entreprise criminelle commune. M. Teker a parlé du président Karadzic, plus en détail, j'ai parlé de Milošević, mais pour ce qui est des membres d'autres membres de l'entreprise criminelle commune, nous en parlons au paragraphe 499, au paragraphe A528 de notre mémoire en clôture. Maintenant, je vais passer à certaines questions concernant les chefs d'accusation concrets. Ce sont les chefs 7-8 de l'acte d'accusation concernant la déportation et le transfert forcé dans toutes les municipalités. Pour ce qui est de toutes les municipalités, la défense a essayé d'expliquer le départ de toutes les Serbes comme étant de leur plein gré. Lorsqu'on se penche sur les moyens de preuve cités par la défense, nous pouvons voir que les gens qui fuyaient n'avaient pas le choix. Ces gens étaient victimes de transferts forcés. Par exemple, au paragraphe 2386 de leur mémoire clôture, la défense cite la pièce P65-68, paragraphe 10, pour montrer que les musulmans de Bosnie auraient voulu quitter Palais de leur plein gré, je cite, sans entrave et de façon organisée. Fin de citation. Nous voyons ici une proposition par les citoyens musulmans des municipalités de Palais et de Koran transmise à la cellule de crise de Palais. Dans la ligne suivante de cette proposition, on peut voir, et cette ligne est cruciale, on peut voir pourquoi les musulmans voulaient partir, je cite, pour des raisons d'abus, d'arrestation illicite, exclusivement musulmans, cambriolage des appartements avec effraction, désarmement des policiers musulmans, saisie des armes personnelles ayant un permis de port. Fin de citation. Vous avez entendu des témoignages selon lesquels tous les policiers musulmans ont été licenciés à Palais quelques jours avant cela. Et les musulmans de Palais voulaient partir puisqu'ils étaient persécutés. C'est un exemple de situation où les gens n'avaient pas réellement le choix. Comme nous avons déjà dit dans notre récit concernant Palais, les persécutions ont escaladé et deux membres de la présidence des Serbes de Bosnie, Radovan Karadzic et Nikola Koljević, à ce moment-là, ont réaffirmé publiquement dans le cas de Karadzic et dans le cas de Krajišnik, c'était devant un groupe de musulmans qu'il a dit que les musulmans étaient indésirables à Palais et le reste des musulmans de Palais sont partis par la suite à bord de convois. Et c'était en début juillet 1992. They believed they had to leave in order to, quote, save their heads. And that's transcript page 3296. The defense argues similarly, people left Kotrvaros voluntarily, as one witness gave evidence. La défense affirme que les gens de Kotrvaros partaient de leur plein gré, comme c'était confirmé par les témoignages de témoins. Je cite, nous n'avions pas de possibilité de survie à Kotrvaros CP 3303. Et de même à Sokolat,
la défense a cité la pièce P6639, rapport de la deuxième brigade de Romania, rapport du commandant Krstić de 4 août 92, où il a dit que les musulmans du village de Parjevici ont été déportés, je cite, à la demande explicite des musulmans, fin de citation. Mais ils ont omis ce que il figure dans le document concernant ce qui s'était passé à Sokolat fin juillet et début août 1992, et que cela a continué à Novoseoti, dont j'ai parlé hier, après la demande des villageois de Parjevici, au début du mois de juillet. La brigade de Krstić attaquait des villages musulmans en les détruisant, leur lieu de culte. C'est au paragraphe 11 et 12 de notre résumé concernant Sokolat. Et bien sûr, à ce moment-là, des mois après que les musulmans avaient été licenciés, à Sokolat, y compris les policiers musulmans, la deuxième brigade de Romania détruisait des villages musulmans et certains villageois pensaient qu'il était mieux pour eux de quitter ces villages. Et Taker a expliqué qu'une campagne de nettoyage ethnique similaire en Bosnie orientale en début de 1993 a poussé les villageois musulmans de fuir leur domicile, et les observateurs militaires des Nations Unies ont vu des villages qui étaient pilonnés et attaqués par l'infanterie. Donc les villageois savaient que le nettoyage ethnique se passera, et ils partaient avec ce qu'ils pouvaient porter entre les mains. Ils fuyaient les forces des Serbes de Bosnie. Et la VRS donc voulait que ce départ soit permanent. L'état-major principal a noté le 30 mai 1993, après la mise en œuvre de la tribu 4, que les forces musulmanes de la Podrinje étaient démantelées et la majorité de la population fuyait. Et ils ont remarqué que les problèmes majeurs des opérations futures de la VRS étaient les problèmes liés à la prévention de la population musulmane de rentrer dans des villages précédemment abandonnés. Au paragraphe 813, la défense a cité le témoignage de Boro Tadic qui a nié que la VRS a appliqué la politique visant à déplacer de façon permanente les musulmans et les Croates, en faisant abstraction du fait que la cellule de Sanski Most, dont il était membre, demandait que des gens de Sanski Most quittent Sanski Most, et c'est P3256, et c'était prévu comme un objectif militaire. Et il y a également le témoignage de Tolimir pour ce qui est de l'importance de donc prévenir que les non-serbes rentrent chez eux. C'est P6723, et il y a beaucoup de moyens de preuve concernant la politique mise en œuvre par les membres de l'entreprise criminelle commune dont on a parlé dans notre mémoire en clôture, et M. Thurger a fait référence à cela hier. Et la défense affirme qu'il s'agissait des opérations de combat légitimes, mais les moyens de preuve montrent encore une fois que la façon à laquelle la VRS menait ses opérations était destinée de nettoyer ces régions ciblées, comme Mladic a demandé dans la directive 4 ou Andrić dans son ordre en mai 1992. Et le fait que des gens fuyaient la guerre faisait partie de ce résultat des combats de la VRS et des décisions prises au niveau stratégique, parce qu'ils considéraient toute la population comme étant des ennemis. Donc, selon ces décisions stratégiques, il fallait séparer la population en utilisant la force militaire et en commettant des crimes. L'une des façons les plus évidentes de le faire était la destruction des lieux de culte. Les témoins serbes, notamment Pretar Karadzic, Milan Tupajic, RM15, RM16, RM513, ont tous dit dans leur témoignage que le message visant à détruire les mosquées envoyées à des communautés
des musulmans de Bosnie était de détruire les lieux où les musulmans venaient pour prier, où ils ont grandi, se marier, pleurer leur mort. Le message qui disait que eux-mêmes, ainsi que leur communauté, n'étaient plus bienvenus. P4333, page de compte rendu 7468 jusqu'à 7470. Maintenant, pour ce qui est de la politique mise en œuvre par les membres de l'entreprise criminelle commune, donc on peut voir que cela a été fait au niveau de la République. On peut voir cela également dans la déclaration de Mladic devant l'Assemblée. Je cite, nous ne pouvons pas permettre que des mosques à dos minéraux restent intacts dans la poche de Téchagne, ainsi que dans la CP 2508. Et vous pouvez voir également le même scénario. Et c'est ce qui a confirmé Ariel Elmer dans son témoignage en disant qu'il n'y avait pas de mosquée qui était restée intacte après la guerre dans les municipalités couvertes par l'acte d'accusation, page du compte rendu 17 933, comme un autre témoin a expliqué en disant, je cite, la destruction des mosquées avait pour but d'effacer toutes les traces de l'existence des musulmans dans cette région, d'intimider les musulmans restants pour qu'ils quittent la région. Le mélange ethnique était la raison pour détruire des mosquées. La défense cite le témoignage de Gojkovic qui a essayé d'établir une distance entre la VRS et la destruction des mosquées et son témoignage n'est pas fiable. Entre autres, il a admis qu'il n'a étudié que des photos recueillies par l'expert de l'accusation Riedelmarière pour ce qui est des sites pour lesquels Mladic est tenu responsable. Il n'a pas expliqué son conclusion numéro pour ce qui est des sites qui ont été détruits pendant les combats et 84 après le départ de la VRS de cette région. C'est la conclusion que la défense cite dans son mémoire en clôture au paragraphe 1156. En fait, Gojkovic a admis à la page du compte rendu 37 609 que certains de ces sites ne tombaient dans aucune de ces deux catégories. Il a repris la plupart, mais pas toutes les conclusions de Riedelmeier pour ce qui est d'une mosquée de Srebrenica, de façon à se disculper, à dissimuler la date de la destruction, et de cette façon, il n'a pas souligné que la VRS avait le contrôle de la région. Nous allons maintenant passer aux chefs 4 et 6, extermination et meurtre. Je vais commencer par l'extermination. La défense dit que les différents massacres ne peuvent pas faire l'objet d'éléments agrégés concernant les différentes attaques et constituer une extermination. Deux choses que je souhaite dire. Un certain nombre de massacres reprochés répondent aux conditions d'extermination à grande échelle en tant que telles. Je ne vais pas vous fournir une liste complète, mais ceci comprend notamment Bilie Paul ISS.2, le meurtre des prisonniers restants à Vlasenica à la fin du mois de septembre 1992, au point annexe A 3.3, le meurtre de plus de 200 musulmans dans l'école de Biliani, annexe A 4.4, le massacre de plus de 150 musulmans détenus à l'école de Grabovica, comme j'en ai parlé ce matin, et B 13.1, le massacre de plus de 150 musulmans dans le camp de Karaterm, dans la pièce numéro 3. Deuxièmement, la jurisprudence du tribunal est très claire à cet effet. Différents faits
constituant des meurtres peuvent être agrégés si ceux-ci sont fondés sur une analyse au cas par cas des circonstances distinctes dans lesquelles ceux-ci se sont produits et font partie d'une seule et même opération. Par exemple, dans le cas qui nous intéresse, les meurtres dans un seul camp peuvent être agrégés. Omar Ska et le capitão de Focha, par exemple, peuvent être qualifiés comme des actes d'extermination sous cette rubrique, puisqu'il s'agit, par exemple, de ce que, comme nous l'avons indiqué dans notre mémoire en clôture, la liste des victimes dans le tableau comprenant les faits répertoriés signifie que les meurtres en masse comprennent Omar Ska et la capitaine de Focha. Je vais maintenant finalement aborder les questions des municipalités individuelles. Mais avant de faire cela, je souhaite indiquer clairement que on ne reproche pas à Mladic d'avoir participé à une entreprise criminelle commune conjointe dans chaque municipalité qui a fait l'objet d'un nettoyage ethnique. Les crimes contre les populations musulmanes et croates dans ces municipalités font partie d'une seule et même entreprise criminelle commune visant à nettoyer ethniquement la région de la population non serbe au moyen de crimes massifs. Je vais me concentrer maintenant sur la Bosnie orientale et l'Irak, même si la Chambre a d'autres questions à poser au sujet du nettoyage ethnique des communautés non serbes dans le secteur de Sarajevo. Je suis prêt à répondre à ces questions-là également. Je vais commencer donc par la Bosnie orientale et Vlasenica. Grâce à la campagne de nettoyage ethnique dirigée par Svetozar Andrić, la brigade de Birac et les forces du MUP de la Republika Srpska sous le commandement du chef de la SJB Mane Durić, à l'automne de l'année 1992, la population musulmane de Vlasenica qui était restée sur place a été contrainte à partir et à se rendre dans l'enclave de Tcherska. Des membres des forces bosno-serbes à Vlasenica ont reçu pour consigne d'incendier les maisons musulmanes pour les empêcher de revenir. Les forces du MUP ont tué les musulmans dans leur propre maison. La politique était tout à fait claire. Elle consistait à nettoyer ethniquement tous les non-serbes de cette municipalité. Comme l'illustre l'ordre donné par la brigade de Birac, P7086, P466 et les décisions de la SAO, la région autonome de Birac, P3737, aux fins de déplacer la population musulmane de Birac. Les témoins de la défense ont affirmé que les musulmans avaient été intimidés, harcelés, licenciés, désarmés et soumis à des arrestations massives sur la base simplement de leur appartenance ethnique et donc ont quitté Vlasenica de leur plein gré. Ces affirmations ne sont tout simplement pas crédibles. Nous avons indiqué que les éléments de preuve concernant le camp de Susica faisaient partie de cette campagne dans le tableau des faits répertoriés, et indique comment les détenus ont été retenus dans des conditions terribles, frappés, violés. Certains d'entre eux ont été tués. La défense fait valoir d'abord que Susica était un centre de transit humain et deuxièmement que la VRS n'a pas commis ces crimes ou n'avait pas connaissance des crimes qui ont été commis à cet endroit. Comme vous avez pu constater, au fil de ces 2 jours, les mêmes témoins de la défense citent et prouvent notre thèse. Au paragraphe 1666, ils affirment, par exemple, je cite, que les civils et les personnes avaient trouvé leur hébergement et ont traversé Susica, notamment des réfugiés. Ce que les éléments de preuve disent en réalité, c'est qu'il y avait des civils à Susica qui venaient des villages voisins, mais qui ne sont pas venus de leur plein gré. Il y a eu quelques cas de personnes qui sont venues de leur plein gré, mais un très grand nombre de civils, des hommes et des femmes, ont été faits prisonniers dans les villages voisins et dans la ville elle-même et on les a fait venir à Susica. Donc, de dire que Susica était un endroit humain en ignorant les éléments de preuve sur des crimes massifs et brutaux qui ont été commis à cet endroit. Des femmes ont été violées dans la maison de gardien, CR 5346-5347. Des prisonniers ont été frappés à mort et les conditions de détention étaient
fort difficile. La défense fait valoir que la VRS n'était pas au courant des crimes commis à Sucica, ignorant même les éléments de preuve de leur propre témoin, Mani Duric, qui a témoigné à la page du compte-rendu d'audience 27709 et a dit que la VRS n'était pas au courant des passages à tabac et des meurtres qui ont été commis à cet endroit. Et ils ne tiennent pas compte des éléments non contestés qui précisent que le commandant du bataillon de Vlasenica savait, était au courant et avait ordonné le massacre, mais on avait demandé à ce que ceci ne soit pas, à ce que ceci soit dissimulé. Fin septembre 1992. J'ai parlé du massacre de Drôme également, reproché au fait répertorié A1.9. Il s'agit simplement d'un exemple d'une opération de nettoyage conjointe entre la VRS et le MUP de la Republika Srpska. Nous renvoyons à notre mémoire en clôture à Duric qui a expliqué comment de telles opérations ont fonctionné à Vlasenica. Le P3391 et le P182 ont identifié des soldats de la VRS ainsi que du personnel du MUP de la Republika Srpska comme faisant partie des attaquants. P7352, il s'agit du rapport de la brigade de Birac qui renvoie au fait que la brigade a atteint Drum et Gradina qui a été nettoyée au cours de la même opération à la fin du mois de mai, au début du mois de juin 1992 lorsque cette opération a été menée. À l'instar de Vlasenica, Foča est devenu quasiment entièrement serbe pendant la guerre. Comme nous l'avons indiqué dans notre mémoire, il y a une transformation choquante des données démographiques concernant cette municipalité. En 1992, Mladic a noté que Foča comprenait 99% de Serbes. P355, page 66. Cette transformation que les membres de l'entreprise criminelle commune ont fêté à maintes reprises, Karadzic et Krajnik, a été réalisée par le biais d'une opération de nettoyage ethnique à grande échelle, comprenant notamment la détention et le mauvais traitement de milliers de non-serbes au Capedum de Foča et par le biais d'un scénario particulièrement brutal de violence sexuelle contre les quelques femmes musulmanes qui étaient restées à Foča. Les conséquences de cette campagne ont été dévastatrices. Des centaines de prisonniers du Capedon ont été massacrés. Comme nous l'avons indiqué dans notre mémoire en clôture, le groupe tactique de Foča a commencé par les unités du SDS en 1991 et ont été intégrés à la VRS en juin 1992. Un des commandants du SDS qui a organisé les unités de la défense territoriale de Foča ont été intégrés à la VRS TG de Foča sous Marko Kovač et Pero LS. Et son unité qui, d'après la défense, et la défense l'admet, sont responsables de nombreux crimes graves commis dans les municipalités de Foča et Kalinovic. La défense tente de se distancer de Mladic par rapport à ces crimes, mais en niant que Elez a été intégré à la VRS. Mais les éléments de preuve sont clairs, à savoir qu'Elez était un des subordonnés de Mladic lorsqu'il a commis ces crimes. Par exemple, le TG de Foča, nous avons un ordre qui est daté du 6 juillet 1992, un ordre donné par Mladic et qui ordonne à la Foča de TG d'attaquer, je cite, d'attaquer le général Uskolina Goražde, d'attaquer l'axe général d'Uskolina Goražde en accomplissant les tâches suivantes. D'encercler l'ennemi autant que faire se peut le long de l'Osanice, la Drina et le village de Ilovaca. Ici, nous voyons un passage d'un ordre du commandant du TG de Foča, Marko Kovač, qui est daté du lendemain. Si nous regardons le point 2, nous constatons que Kovač ordonne à la TG de Foča d'attaquer dans la direction générale d'Ustikolina Goražde, ayant pour tâche d'engager le plus possible les forces ennemies
le long du front qui se trouve au niveau du village de Sanica, à la confluence de la Drina et du village d'Ilovaca. En somme, il exécute l'ordre de Mladic. Ici, vous pouvez constater qu'à la page 3, l'ordre de Kovac, je cite, du bataillon de l'armée serbe de Miljavena, que le témoin de la défense Pjevalčić a confirmé qu'il s'agissait de l'unité même d'Elec, case du compte-rendu d'audience 27-221. Donc Elec faisait très clairement partie de la chaîne de commandement de Mladic. Alors un peu plus bas sur cette page, il est fait un renvoi au détachement de Dragan Nikolic, placé sous le commandement de Brane Kosovic, juste avant que cet ordre ne soit donné et après que Kovac ait pris le commandement du TG de la Foča, des membres de cet détachement avaient massacré un groupe de civils musulmans qui se cachaient dans les bois près du village de Mijesaća. Pouvons-nous passer à quelques instants à huis clos partiel, s'il vous plaît? As we set out in our Foča summary... One second, please. Sorry, Your Honor. We're now in open session, Your Honor. Thank you, Mr. Registrar. As we set out in our Foča summary and scheduled incident chart, Comme nous l'avons indiqué dans notre résumé sur Foča et notre tableau sur les faits reportés, le CAPEDOM a été dirigé conjointement par la VRS et le ministère de la Justice. De nombreux détenus ont été violentés et de nombreux détenus ont été tués. La défense fait valoir que les conditions au CAPEDOM étaient parfaites. Et si ce n'était pas le cas, c'est qu'il n'y avait pas suffisamment d'approvisionnement. Si les détenus étaient passés à tabac, eh bien, c'est qu'il y avait des paramilitaires et donc des personnes incontrôlées. Et ce qui illustre les éléments de preuve portant sur les actes criminels commis au CAPEDOM. La défense note au paragraphe 1530 qu'un témoin a réussi à échapper au passage à tabac lors de sa détention, et comme l'indique le témoignage de cet homme. Et de nombreux éléments de preuve indiquent qu'il y a eu des passages à tabac graves et des meurtres d'autres détenus. Kalinovic, maintenant. Souvenez-vous de ces musulmans qui la défense fièrement, à propos desquels la défense affirme fièrement, comme Mladic a dit, qu'ils n'avaient pas dû être chassés ou n'ont pas été noyés parce qu'ils ont été neutralisés d'une façon différente. Comme nous l'avons indiqué dans notre mémoire, et grâce à la campagne de nettoyage dirigée par le groupe tactique de Kalinovic de la VRS au mois de septembre 1992, la population de plusieurs milliers de musulmans de Kalinovic avait disparu. La défense tente d'écarter la responsabilité de la VRS pour cette campagne, mais ceci est sans fondement. Comme à Foča, la défense tente d'écarter la responsabilité d'exonérer Mladic de ses crimes parce qu'elle refuse d'accepter qu'elle ait été intégrée et que l'unité à la VRS et que l'unité d'Elez à Kalinovic est responsable des crimes qui ont été commis, par exemple. Et quelques jours avant le crime, Elez a rencontré Mladic personnellement, P353, page 394.
Et tout de suite après, son unité a participé à des opérations de la VRS ayant pour but de prendre le contrôle du couloir de Rogoy. Ceci faisait partie du groupe tactique de Focha, PC 1684. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute qu'elles étaient intégrées à l'époque où le crime a été commis. De même, la défense reconnaît que l'unité de l'Est a participé à des crimes contre des détenus dans l'école Radoyevitch de Miladine. Les éléments montrent que ces crimes, que LS était intégré à la VRS. Les prisonniers que l'unité de l'Aise a massacrés ont été sortis d'un dépôt de munitions dans la caserne de Kalinovitch TG à Yelasako. Les détenus ont été détenus dans des conditions inhumaines et ont fait l'objet de traitements inhumains de façon régulièrement. La défense allègue que le RS-MOUP, le MOUP de la RS, n'était pas responsable de la détention et que la VRS, je cite, n'était même pas là dans ce dépôt, a cité Fejic Hadjic dans sa déposition. Non seulement Hadjic n'a pas dit que la VRS n'était pas présente, il a clairement identifié le commandant de ce centre, Dorislav Askraba, P7748, montre qu'Askraba avait été détaché par la VRS, a été détaché auprès de la VRS par le MOUP de la Republika Srpska pendant la période qui nous intéresse. De même, au paragraphe 15 1592, la défense cite la pièce P 4073, page 4, pour laisser entendre que le MOUP de l'ARS détenait des hommes musulmans à l'école élémentaire Kalinovic et ensuite les a transférés à la prison militaire lorsque le commandant de la TG de Kalinovic a pris en charge la sécurité de ces hommes. Les éléments de preuve montrent qu'au paragraphe 12-13, que le résumé Kalinovic indique clairement que la prison militaire citée dans la pièce P 4073 correspondait à ce dépôt qui se trouvait dans la caserne de Yelasachko-Polier, dépôt de munitions. La défense laisse entendre qu'aucun plan n'avait été élaboré pour chasser les musulmans de Kalinovic. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'ils sont partis, c'était malheureux, mais c'était simplement la conséquence de la guerre. Lors des opérations de nettoyage qui se sont déroulées au début du mois d'août, ces détenus ont donc été maltraités. De nombreux détenus ont été massacrés et ensuite le schéma s'est reproduit à Kalinovic ainsi que de d'autres municipalités sur l'ensemble du territoire de la Bosnie-Herzégovine. Je vais maintenant finalement parler de l'Arak. Je vais parler de cette question juste avant la pause. Bon nombre de personnes ont été déplacées de l'Arak, ont été détenues à Maniacha. Cela faisait partie d'un processus qui finalement a conduit à leur déplacement. La défense avance qu'à certains moments, le rôle de la VRS dans le fait de capturer ces hommes à Manacha, leur transport, etc., était important. Des détenus à l'école de Kikic à Sanskimots ont été rassemblés par les forces serbes lors de l'opération de nettoyage menée par la VRS dans la municipalité à la fin du mois de mai 1992. Des groupes ont été emmenés à l'école par des soldats de la VRS. Confère la pièce P 3246, y compris la police militaire et des membres du SOS qui opéraient sous le commandement de la VRS à l'époque. Le 6 juin, ils ont été transférés à Maniacha. D'après les documents de la cellule de crise, ce transfert a été coordonné par le chef de la sécurité et du renseignement du premier corps de Krajina, monsieur le colonel Stevilovic. Lorsqu'ils sont arrivés à Maniacha, certains d'entre eux ont Danolisco Kaites,
le chef de la sécurité et du renseignement, et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont fait subir des mauvais traitements aux détenus. Ils ont massacré plusieurs d'entre eux, notamment Danilushko Kaitez, un membre du SOS, qui intervenait au nom de la 6e brigade à l'époque. Les éléments montrent qu'au paragraphe 28-29 de notre résumé sur Sansky Most et le fait répertorié dans le tableau B111. Donc, les unités de la VRS ont rassemblé de nombreux détenus. La VRS a coordonné leur transfert à Maniatcha avec les autorités civiles de Sansky Most. Les soldats de la VRS les ont maltraités lorsqu'ils sont arrivés et en ont massacré certains. Lorsque la VRS a continué à détenir des personnes de Sansky Most, elle savait pertinemment qu'il s'agissait essentiellement de civils, et ce pendant des mois. Donc, la VRS savait certainement qu'ils étaient arrivés au camp, et ils savaient également qu'ils avaient subi des mauvais traitements. On constate la même chose dans d'autres municipalités de l'Arak. Des détenus ont été transférés de Prijedor, rassemblés, et cela faisait partie des opérations de nettoyage. Des détenus à Cluj, à la fin du mois de juin, ont été envoyés à Maniatcha et dans des centres de détention depuis leur municipalité d'origine. J'en ai terminé. Nous allons avoir la pause. Le président, est-ce que vous êtes dans les temps? Monsieur Traldi, je crois que oui. Le président, veuillez vérifier, je vous prie, si c'est objectif ou pas. Si c'est tout à fait clair. Nous allons avoir une pause et nous allons reprendre à 12h15.